Bonsoir ou bonjour chers amis téléspectateurs, heureuse de vous retrouver, encore plus parce qu'aujourd'hui je vous présente un invité très très costaud. J'espère que vous allez l'apprécier. Je parle du plan intellectuel, de tout ce qu'il produit, de tout ce qu'il donne à sa communauté, de tout ce qu'il publie et puis de tout ce qu'il a aussi, qu'il y a de lui à écouter sur YouTube. Il s'appelle donc Monsieur Hamzat Boukari Yabara. Il est africain-caribéen, historien et spécialiste du panafricanisme. Donc, bonsoir Monsieur Hamzat Boukari. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise plutôt? Boukari Yabara ou... Alors, étant né dans le système colonial français, généralement les gens retiennent Boukari comme mon nom de famille, mais en fait le nom de mon clan familial c'est Yabara. C'est-à-dire qu'au Bénin où je suis né, ma famille est connue comme étant la famille Yabara. Mais le système administratif colonial fait qu'on retient souvent le premier nom, alors qu'en fait c'est le deuxième nom qui est le plus important. Qui est le plus important. Voilà une chose que vous avez déjà apprise d'entrée de jeu. Alors, bonsoir. Bonsoir Juliette Smirali. Alors, donc, je l'ai dit, je suis très heureuse de vous rencontrer parce que je suis vos travaux. Je n'ai pas amené Africa Unite, qui est votre œuvre centrale. Ah, vous l'avez. Donc, on va montrer tout à l'heure quelques-uns de vos ouvrages dans un petit diaporama. Mais c'est juste pour vous dire, chers téléspectateurs, que j'ai privilégié de vous présenter beaucoup de nos grands auteurs parce que vous avez dû voir que sur les ondes, dans vos télés, la pensée elle est monochrome. On invite très peu de nos spécialistes, même si ici parfois en Martinique vous avez des invités qui nous représentent nous-mêmes, mais sur le plan national, vous n'avez pas beaucoup de penseurs, de gens, de spécialistes qui sont invités à dire leur version de la réalité, leur vision et à parler de leurs travaux. Eh bien, je veux juste vous rappeler que nous en avons beaucoup, qu'ils travaillent beaucoup, qu'ils produisent beaucoup et qu'ils ont le souci de leur peuple, même si on a l'habitude de dire que voilà, les intellectuels noirs ne s'occupent pas de leur peuple. Ça n'est pas vrai pour tout le monde. Et surtout, la situation que nous vivons nous oblige, nous, à aller à la recherche de cette documentation, de cette littérature et à l'écoute de ces personnes qui sont très souvent aussi des conférenciers qui apportent, qui nous tiennent informés de l'évolution de leurs travaux. Donc, je vous présente aujourd'hui un grand penseur de plus qui travaille beaucoup, vous allez voir. Et si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, écoutez tout ce que vous n'aurez pas entendu ici, vous l'entendrez en complément sur YouTube. Mais avant de l'interroger directement, je voudrais faire une chose que j'oublie très souvent de faire, mais ça n'est pas de ne pas le vouloir, c'est de remercier l'équipe qui est en place, qui nous permet de vous donner, de vous faire connaître ces personnes, d'entendre leurs analyses et d'élargir aussi le champ de vos connaissances à tous les niveaux. J'essaye de varier aussi les intervenants. Donc, je veux remercier Emmanuel Lamont-Louis qui se donne beaucoup de mal, Yannick, François et Hervé qui sont les techniciens qui nous aident à tenir et qui nous rappellent aussi quand nous dépassons l'heure que c'est l'heure de finir. Mais c'est l'heure de commencer. Et puis, M. Emmanuel Granier, qui a fait l'effort de mettre cette télé au service de sa population notamment. Voilà. Donc, avec ça, posé, je vous rappelle que les livres ou les auteurs que nous recevons ici, ce sont des ouvrages que vous aurez du mal à trouver, sauf à aller en Europe ou en France. Mais il y a ici une sorte de point de vente qui est tenu par M. Clapopo à Rivière-Salée et qui peut vous fournir ces ouvrages. Donc là aussi, vous avez dans la proximité quelqu'un qui peut vous dépanner. Voilà, je vous remercie et puis vous souhaite bonne écoute. Puis n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit d'habitude, envoyez-nous vos remarques. Et si vous voulez toucher les auteurs, écrivez à la rédaction et puis ou téléphonez-leur ou lui et puis dites-nous ou elle
et dites-nous, faites remonter vos questions ou vos remarques. Voilà. Alors, monsieur Yabara, hein? Je vais vous appeler Yabara, c'est le deuxième. Alors, j'ai mis africain-caribéen parce que, en fait, vous êtes vraiment les deux. Oui, tout à fait. Ma mère est née à Rivière-Pilote en 1954 dans une famille du sud de la Martinique. Et mon père est né au Bénin à la fin des années 40. Et moi-même, je suis né au Bénin. Et donc, ils se sont rencontrés de manière assez intéressante dans ces foyers, ces rencontres africaines, caribéennes de la région parisienne. Et ma mère donc a décidé de suivre mon père et de revenir au Bénin à la fin des années 70 où je suis né. Donc ma mère fait aussi partie de ces Caribéens, Martiniquais qui sont repartis s'installer en Afrique et qui ont fait leur vie en Afrique. Et je ne peux pas dire que j'en suis fier parce que c'est comme ça, mais c'est effectivement un élément important de mon parcours. J'ai grandi au Bénin. Par conséquent, je n'ai pas grandi dans un milieu où être noir était être exceptionnel. Vous le dites dans votre etc. texte. Et je pense que c'est quelque chose qui joue aussi beaucoup dans ma construction, le fait que j'ai toujours eu ce lien avec l'Afrique, la Caraïbe et mes racines. C'est paradoxal parce qu'ici aussi, nous sommes censés être une majorité de population noire ou afrodescendante et pourtant, les complexes d'infériorité, de couleur de peau, le racisme ambiant est très fort, très virulent. Donc c'est intéressant en même temps, c'est à interroger quels autres facteurs interviennent ici chez nous qui expliquent ce phénomène quand même, malgré le fait que donc toutes les majorités ne sont pas majoritaires. Oui, effectivement, on a des majorités qui se retrouvent en situation de soumission, de domination. Je pense que c'est lié tout simplement aux circonstances historiques et à des rapports de force qui ne tiennent pas compte précisément du nombre, mais de la façon dont la positionnement société s'est constituée. Exactement. D'accord. Alors, j'ai vu que vous vous êtes spécialisé aussi en sciences humaines, et ça, c'est une chose qu'on entend très, très fort dans vos travaux, dans vos conférences, cette aisance que vous avez à parler, à poser toutes les problématiques du panafricanisme, entremêlées à beaucoup de problématiques qu'on étudie en sciences sociales, en sciences humaines, sciences sociales, sur le racisme, sur les rapports entre groupes, de statuts différents, sur la façon dont nos sociétés aussi se sont constituées en termes de rapports de groupe, etc. On entend très fort. Donc vous avez déclaré avoir aussi une formation en sciences sociales, parce que vous êtes historien. Alors c'est un peu compliqué. Au départ, je suis plutôt, on va dire, littéraire pour faire simple. Mes premières études que j'ai faites ont été menées sur le Brésil, en fait à la suite d'un conflit avec un professeur de la Sorbonne qui enseignait l'histoire coloniale, qui n'est pas l'histoire de l'Afrique. Donc à l'issue de ce conflit-là, j'ai décidé de sortir de ce cadre-là. C'est-à-dire que souvent, quand on est africain, on veut apprendre l'histoire de l'Afrique et c'est souvent par l'histoire coloniale qu'on veut nous l'apprendre. C'est ça. Et donc j'en suis sorti et j'ai décidé de travailler plutôt sur l'histoire du Brésil, en m'intéressant à la manière dont le système brésilien avait déjà fait disparaître des minorités locales, donc la manière dont on produit des politiques de génocide à partir du cas brésilien. Et donc j'ai fait d'abord une maîtrise à ce niveau-là, puis ensuite j'ai fait un master en sciences sociales. Je me suis spécialisé en sociologie des religions, notamment les religions afro-américaines. Et après ce master-là, j'ai décidé de faire une thèse en histoire, tout en ayant fait entre-temps également une licence en philosophie. Donc il y a effectivement toutes les disciplines que j'ai croisées, tout simplement parce que je ne m'inscris pas dans une case bien précise. Donc j'ai fait une thèse d'histoire sur Walter Rodney. Et à l'issue de cette thèse de doctorat, je suis parti enseigner pendant quelques temps au Canada. Et arrivé au Canada, le type d'histoire que j'avais faite
Pour les Canadiens, ça correspondait à un croisement entre l'anthropologie et la science politique. Donc je me suis retrouvé à enseigner au département d'anthropologie et au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. C'est pour dire que les disciplines, elles sont également, je dirais, historiquement construites, socialement construites, idéologiquement construites, et que l'intérêt du panafricanisme, c'est précisément de faire éclater tout le système qu'on a mis en place pour cloisonner les éléments qui renvoient à notre histoire. Aujourd'hui, on a beaucoup d'Africains, beaucoup d'étudiants qui étudient de manière un peu trop précise ou pointue des éléments de notre histoire ou de nos sociétés. Alors que selon moi, il faut plutôt en avoir une vision globale et comprendre les mécanismes, des liens entre les différents pans de cette histoire pour être capable de mieux les décortiquer. Donc je suis plutôt favorable à une approche globale qui permet de saisir la totalité des choses. Et une fois qu'on a cette totalité, je pense qu'on n'est plus... Entrer dans le micro, faire exactement, une petite étude, oui. Donc c'était un Mais peu mon approche. on fait aujourd'hui comme le système le demande, puisque le système a fait déjà sa trajectoire en macro. Et donc, il n'a besoin que de personnes comme nous qui fassent... le petit travail de détail. D'ailleurs, nous sommes les petites mains dans l'approche micro-sociologique ou micro-historique de notre histoire pour le système qui n'a pas forcément les yeux et la compréhension de proximité que nous en avons. Donc, nous apportons beaucoup d'éléments de proximité à la sphère dominante, qui s'en sert d'ailleurs, comme on le voit. Alors, donc vous avez, vous avez beaucoup d'arc à votre arc, parce que l'histoire est aussi une science humaine, science sociale, je ne sais pas comment vous dites. J'ai vu qu'on enlève science sociale pour mettre science humaine partout. Bon, en tout cas, une science qui est assez centrale dans le projet qui est celui de nous reprendre en main, peut-être. Oui, tout à fait. Disons qu'il y a pour moi deux manières de nous reconnecter avec nos ancêtres. Il y a la foi et la connaissance. Donc la foi, c'est tout ce qui renvoie au spirituel, et la connaissance, c'est ce qui renvoie plutôt au matériel. Et dans mon cas précis, n'ayant pas, on va dire, de troubles spirituels, j'ai estimé qu'il était plus intéressant de m'intéresser à la connaissance par le matériel, donc à l'histoire. Au fait, exactement. Et d'autant plus que ces faits, cette histoire-là, permettent de mieux comprendre les enjeux contemporains. Très souvent, nous avons une très bonne connaissance de l'histoire très ancienne, mais il me semble très important aujourd'hui, vu les défis auxquels nous sommes confrontés, d'avoir une connaissance, je dirais, plus concrète, contemporaine, directe des enjeux. Et c'est pour cela que j'ai estimé que l'histoire était, du fait de ses ramifications, histoire économique, histoire sociale, histoire culturelle, histoire intellectuelle, histoire militaire, histoire religieuse, la mieux à même justement d'écarter un certain nombre de couverts qui sont passés sur notre identité. Mais c'est intéressant de vous entendre dire ça, parce que moi j'ai un problème avec la façon dont beaucoup des nôtres partent dans le monde prêcher, j'allais dire prêcher, c'est vilain, mais parler de l'histoire de l'Afrique ancienne, antique, et font un peu l'impasse sur la réalité, le quotidien. Et beaucoup d'ailleurs de nos populations nous demandent si on était si prestigieux que ça, pourquoi on est dans cet état? Parce qu'en fait, les recherches qu'il nous faudrait faire, les implications, enfin les sacrifices aussi, en termes de connaissances, peut-être comme on n'a pas de source ni de laboratoire vraiment ciblé, on ne sait peut-être pas comment faire, mais pour beaucoup de gens, il s'agit d'exploiter les écrits des anciens, enfin des professeurs comme Tiakanta, et puis de les vulgariser. Mais on sent bien que le fait que la communauté s'échappe à elle-même aussi vient du fait qu'elle n'a aucun élément de connaissance de soi, mais dans ce que moi j'appelle une connaissance de proximité qui fait que tous nos petits faits et gestes sont rattachés à un système de savoir, à un système...
Et puis ça se transmet, j'allais dire, en conscience. On n'a pas ça. Même ici, quand on explore un peu, les gens font des choses depuis des centaines d'années et quand vous leur dites mais ça c'est africain, ils tombent des nues, ils sont très étonnés, ils vous regardent de manière un peu soupçonneuse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'elle délire? Et ça c'est, je trouve que si on avait des choses à faire en urgence, des décisions à prendre en urgence, il y aurait celle-là. Apprendre aux gens à se regarder dans la proximité, dans le quotidien, comme des êtres qui vivent avec des savoirs, sur des savoirs ou avec des savoirs africains. C'est-à-dire une culture, tout simplement, qui est la leur, qui fait qu'ils se rassemblent, ils cuisinent, ils font chaud, ils dansent comme ça, et des choses qu'on retrouve au quotidien, mais sur lesquelles on n'a mis aucun mot. Parce que quand vous allez dans certains quartiers à Paris, on a vraiment ce phénomène-là. Et que nous regardons les ghettos blancs de Martinique, en dehors du fait que, oui, c'est un ghetto volontaire, il y a à dire là-dessus, mais on voit aussi qu'ils se mettent aussi ensemble parce que ils sont habitués à fonctionner ensemble. Et ça nous manque beaucoup. Alors, vous avez aussi privilégié donc l'histoire de l'Afrique et des Amériques que vous appelez noires, c'est-à-dire Caraïbes, Brésil en fait partie aussi d'une certaine façon, et vos recherches aussi sur les Noirs de Palestine et du Moyen-Orient. Ça, c'est intéressant aussi. Vous avez des publiés là-dessus, pas encore? Alors j'ai énormément d'enregistrements, d'entretiens et d'éléments sur cette histoire-là. C'est un travail à faire, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et qui me semble aussi fondamental parce que très souvent le regard est tourné vers l'espace atlantique alors que tout l'espace dit entre guillemets oriental est également largement impacté par la présence africaine, par des héritages africains. Et aussi on a de nouvelles diasporas qui se forment, qui vont aussi de plus en plus vers ces régions-là. Et je pense qu'il est important, vous l'avez souligné un peu auparavant, de faire une histoire qui remette en place les liens de continuité, la continuité sociale, la continuité historique. J'ai été souvent frappé de voir qu'il y a très peu de personnes dans nos communautés qui savent par exemple où sont enterrés leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Très très peu. Et très souvent on remonte très très loin alors que l'histoire proche, l'histoire qui se transmet sur les dernières générations, elle se perd. Donc il y a, je pense, ce travail-là à faire. Et c'est un travail qui est souvent lié aux questions de circulation, de migration, au fait qu'on ne fait pas nécessairement racine et qu'on perd souvent les lieux sur lesquels on s'est installé. Donc c'est un peu cette reconstitution historique que je voulais faire par rapport à ces populations au Moyen-Orient et en Asie. Donc on aura des traces peut-être bientôt dont effectivement. Et pour ce qui est des espaces des Amériques noires, comme on dit, c'est beaucoup plus lié à l'histoire classique du panafricanisme qui est né dans cette partie spécifique du monde. Oui, mais les composantes noires, je le disais il n'y a pas longtemps, les composantes noires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud nous ont été cachées très longtemps. Nous sommes dans une ignorance totale jusqu'à ce qu'il y a peut-être 4-5 ans, quelqu'un se soit vraiment impliqué à faire remonter ou à partager toutes les découvertes qu'il faisait sur le continent parce que il y avait des populations noires qui se révélaient à travers certaines activités. Et donc, on a énormément on fait d'ailleurs le total de la population noire de cette région, des Amériques noires, elle est à plus de 150 millions de personnes. Oui, tout à fait. Et on l'a ignoré, donc on croyait qu'il n'y avait que les Caribéens comme nous. On a ignoré qu'en Amérique centrale, il y avait de grosses composantes, qu'en Amérique du Sud, même en Colombie, au Venezuela, j'ai vu au moins 8 millions de personnes pour le Venezuela, de Noirs. Au Mexique, 8 millions de Noirs. Au Brésil, 70 millions. En Amérique, plus de 40 ou près de 50 millions, non, 45 millions. Autour de 45 millions, oui. Ce sont des chiffres mais qui vous donnent la chair de poule quand vous réfléchissez au fait que ces populations-là ne nous sont pas connues. Alors, dans le film qui a été réalisé par l'UNESCO, Route de l'esclave au pluriel, j'ai découvert aussi on a découvert qu'en Iran, alors ça c'est aussi Moyen-Orient, en Iran,
En Inde. En Inde, on savait. De toute façon, les Dravidiens viennent du sud. Et puis, quand on va en Inde aussi, on voit toutes les composantes noires. Elles sont tellement dominées, écrasées, malmenées. Et il y en a qui ont disparu. Il y a des tribus, quand on va un petit peu vers Coimbatore, quand on monte un peu dans les hauteurs, là où il y a les champs de thé, c'est des populations qui étaient vraiment dravidiennes, qui ont disparu. On ne trouve leurs traces que dans des tout petits musées. Vraiment, on sent bien qu'il y a un génocide qui est très ancien contre un peuple qui a occupé pratiquement toute la planète. Et on n'a pas l'air de s'en inquiéter plus que ça parce que la planète, de manière progressive, elle change de configuration et on répète au quotidien que l'Afrique est à l'origine de l'humanité, que ci, que ça. C'est comme pour l'histoire, nos ancêtres étaient prestigieux, c'était des pharaons. Mais on dirait que le gouffre qui nous sépare de cette histoire-là, tout ça, il est tellement gouffre justement que personne n'ose s'y aventurer. Alors la question c'est, regardez aussi, quand on regarde le film Hôte de l'esclave, on vous dit qu'il y a des Noirs partout dans le monde. Mais ils sont tellement métissés que ils sont le produit des politiques qui sont menées sur place d'absorption de cette composante et de la faire disparaître. Donc on en est à ça. Et même ici, quand vous posez le problème, vous avez toute la société contre vous, parce qu'il ne faut surtout pas parler de race, n'est-ce pas? Il faut laisser faire, il faut ignorer que c'est une politique raciale qui est à l'œuvre, et puis regarder tout un groupe humain être décimé, disparaître. Donc voilà, de temps en temps, moi je dis que oui, c'est une problématique à laquelle je m'intéresse. Alors, vous avez écrit aussi donc pas mal. Est-ce que, Yannick, on peut voir le petit diaporama? Voilà, Africa Unite. Alors, vous allez nous dire un petit mot, un petit peu, quelques mots sur chacun d'eux, parce que celui-là, je l'ai à la maison. Il est très, très, très costaud. Oui, Africa Unite, c'est une petite partie des différentes recherches que je n'ai pas mis dans ma thèse, que je voulais en faire un livre au départ. Au départ, j'étais peu ambitieux, je voulais faire un petit livre d'une centaine de pages. Et finalement, ça s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus important, qui est une synthèse assez actualisée de l'histoire du panafricanisme. Très simple, des chapitres relativement courts qui se livrent assez facilement, avec des références, des données. Pour moi, c'est vraiment un livre de culture générale. C'est plus un livre de culture générale que d'histoire. Ce qui va nous intéresser, c'est justement comment la Caraïbe est impliquée dans le mouvement. Exactement, et j'ai tenu aussi effectivement à souligner le rôle de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud dans le panafricanisme, parce que très souvent, on pense que c'est juste les États-Unis, alors que c'est beaucoup plus large. D'accord. On peut voir les autres titres. Voilà. Donc, ça, c'est Nkrumah. Le livre de recueil de textes de Nkrumah, donc j'ai dû relire l'intégralité des livres de Nkrumah, qui a été le premier chef d'État du Ghana, donc le premier président à mener un pays à l'indépendance, panafricaniste. Et c'est très intéressant parce que ça a montré à quel point Nkrumah a énormément écrit. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous avions des hommes d'État qui écrivaient beaucoup, qui pensaient beaucoup, qui théorisaient beaucoup et qui agissaient en même temps. Et aujourd'hui, nous n'avons plus du tout cela. Nous avons soit des intellectuels qui écrivent beaucoup et qui n'agissent pas, soit des politiciens qui font la politique mais qui n'écrivent pas. Et pas celles qui servent à leur peuple le plus souvent. Exactement. Et donc là, il y a un recueil des textes qui me semblent les plus importants sur l'œuvre de Nkrumah, notamment une partie du discours qu'il a fait lors de la création de l'OUA à Addis Abeba, et aussi des positions qu'il a eues sur la crise du Congo, en sachant que Nkrumah a écrit un livre qui s'appelle Challenge of the Congo, et qu'il a montré qu'en tant qu'Africain, on ne devait pas s'intéresser uniquement à l'histoire de son pays d'origine, mais à l'histoire de toute l'Afrique. C'est le Ghana, son pays. Le Ghana, effectivement. C'est chez lui que Webb Du Bois a fini sa vie, quand le Ghana est devenu indépendant, il a mis l'étoile noire de Garvey et il a accueilil un certain nombre d'Afro-Caribéens et d'Afro-Américains. Et Webb Du Bois a été son ambassadeur, non? Ambassadeur de son pays. Alors c'est plutôt, il a eu comme conseiller aux affaires africaines Georges Padmore, qui est un personnage très important, mais Du Bois c'est plutôt venu terminer sa vie au Ghana, on va dire. D'abord, voilà. Parce que je l'ai vu présenté comme ayant été d'accord. On continue, Yannick, merci. Il y a
Voilà, Donc, Mali. oui, Mali. Donc là, c'est l'histoire d'un pays qui est très important d'un point de vue géostratégique. On se souvient que dans les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, Cheikh Anta Diop disait qu'il fallait faire particulièrement attention au sous-sol du Mali en termes de prospection des richesses. Et on le voit aujourd'hui avec la guerre qui est menée dans ce pays, avec le rôle de la France et des différentes puissances impérialistes dans ce pays, qui, pour moi, est aussi dans la lignée de ces grands empires, sociétés africaines antécoloniales qui avaient montré qu'on pouvait déjà faire du panafricanisme à cette époque-là en fédérant des populations dans des empires. Mais que la France utilise actuellement comme base arrière. Comme base arrière, effectivement, puisque c'est un pays qui est éminemment stratégique du fait de sa partie nord notamment. Enfin, voilà, Mali et Sénégal aussi. Hein. D'accord. On continue. Nigeria. Le Nigeria, donc c'est le pays numéro 1. Un Africain sur 6 vient du Nigeria. Et dans les influences qu'on a dans la diaspora, les influences Yoruba, Igbo, Hausa sont très importantes. Tout ce qu'on appelle de manière relativement prosaïque le vaudou, donc c'est-à-dire le panthéon Yoruba, vient également en grande partie de cette société-là, de cette histoire-là. Donc il s'agissait de faire un état des lieux assez synthétique du Nigeria, son histoire, son économie, sa société, sa politique, sa culture. Et vous dites que la France a des visées, de grosses visées là-dessus sur ce pays? Oui, bien évidemment, puisque le Nigeria est totalement entouré de pays anciennement colonies françaises. Le Nigeria n'utilise pas le franc CFA, donc c'est un pays qui a sa souveraineté, qui pèse beaucoup plus que l'ensemble des colonies, enfin des anciennes colonies qui l'entourent. Et qui représente une puissance africaine. Et on sait que l'émergence d'une quelconque puissance africaine n'est pas appréciée au regard de la préservation des intérêts français ou étrangers. Donc c'est le pays le plus peuplé et le Brésil après. Oui, exactement. Le Brésil, qui est la diaspora, comme on le sait, en Amérique du Sud, est le pays où on a la deuxième plus importante population noire dans le monde, en termes d'État. D'accord. Donc, Nigeria, vous en avez encore un autre, il me semble. Hein? Oui. Alors, celui-ci, voilà. C'est le dernier qui vient de sortir. Donc, c'est une partie de ma thèse de doctorat sur Walter Rodney, un historien de la Guyana, qui lui-même se considérait comme africain en disant que le fait d'être martiniquais, guyanais, etc., en fait, c'est juste la conséquence historique du fait que notre ancêtre a été déporté, s'est retrouvé dans telle ou telle partie des Amériques. Alors qu'en réalité, il faut que nous nous rattachions au tunnel structurant de l'Afrique. Et il a écrit un certain nombre d'ouvrages. Il a joué un rôle très important dans les révoltes de 68 en Jamaïque, les Rodney Riots. Et il a aussi écrit un livre fondamental, How Europe Underdeveloped Africa, qui raconte comment l'Europe a se développé l'Afrique. Et surtout comment l'Afrique a perdu le pouvoir. Parce que je pense que c'est le chaînon manquant entre ceux qui s'intéressent à l'histoire très ancienne et l'histoire contemporaine. C'est de comprendre comment nous avons perdu le pouvoir. Comment cela se fait que nous ayons été soumis. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Et pourquoi ça continue? Ça continue? Parce qu'on comprend de plus en plus, mais on a de moins en moins, on dirait, d'énergie pour... Exactement. Alors, ce livre-là, malheureusement, il me semble qu'il n'est pas traduit en français. Hein? Il y a une traduction, et l'Europe sous-développe pas l'Afrique, qui est très difficile à trouver, qui doit exister peut-être en format numérique, mais effectivement, pour moi, c'est une figure essentielle du panafricanisme. C'est un vrai militant. C'est un livre qu'on devrait tous avoir. Alors, il a été assassiné? Il a été assassiné en 1980 par une technologie qui, à l'époque, était maîtrisée par quelques pays, comme les États-Unis, Israël, la France et la Grande-Bretagne. Et son assassin présumé a été exfiltré en Guyane française, qui, comme par hasard, n'avait pas d'accord d'extradition avec la Guyana. Et donc, dans le cadre de mes recherches, j'ai essayé de reconstituer tout ce qu'il y avait autour de son assassinat, donc consulter le rapport d'autopsie du médecin légiste, en constatant que le médecin légiste était quelqu'un qui avait déjà l'habitude de faire de faux rapports d'autopsie pour les victimes, notamment de l'IRA. Donc, c'était quelqu'un qui était lié à cette cause-là. Et également, le fait que la France, à laquelle on avait demandé de collaborer dans l'enquête sur l'assassinat de Rodney, a refusé d'extrader le suspect principal sous prétexte que la Guyana appliquait la peine de mort et que, du coup, la France... Mais était au service de quelle puissance, cette personne qui a tué ?
Probablement les États-Unis et le régime en place, hein, parce que Rodney défendait des positions anticapitalistes qui gênaient beaucoup le pouvoir en place. Il a été assassiné au retour d'une invitation de Robert Mugabe. Il était parti au Zimbabwe. Mugabe lui a proposé de prendre la direction du département d'histoire de l'université d'Harare. On est juste au moment de l'indépendance. L'indépendance en avril, Rodney y va en juin. Et Rodney refuse en disant qu'il doit aller encore se battre pour aider son peuple. Il revient dans son pays. Il était sorti clandestinement. Et le président de la Guyana de l'époque n'a pas apprécié tout l'aura et le prestige que Rodney a eu lors de son déplacement au Zimbabwe. Le fait que tous les mouvements de libération ont tenu à le saluer, puisque c'était quelqu'un qui, lorsqu'il écrivait des articles, l'argent qu'il recevait de l'éditeur, il l'utilisait pour acheter des armes. C'est vraiment quelqu'un qui utilisait le savoir pour vraiment appuyer le combat, qui donnait des cours d'histoire sur les lieux de travail des populations, c'est-à-dire qu'il donnait des cours sur l'histoire économique dans les usines sucrières de la Guyana. Il expliquait les antagonismes entre les Africains et les Indiens de la Guyana, puisqu'on est dans un contexte... Oui, il a écrit un ouvrage là-dessus. Exactement, une histoire de la classe ouvrière de la... India, Guyana. Non. Guyana, enfin, c'est un nom comme ça. Exactement. Donc, c'est tous ces éléments-là aussi qui m'intéressent. Le fait qu'il ait aussi écrit en Swahili. Donc, quand j'ai fait les recherches en Tanzanie, à Dar es Salaam, j'ai vraiment vu le poids qu'il a eu sur un certain nombre d'intellectuels. Et il a été aussi le premier à introduire l'histoire de la diaspora dans les universités africaines. C'est-à-dire que quand j'étudie son courrier, je vois des lettres d'étudiants martiniquais et guadeloupéens qui demandent à Rodney de le prendre comme étudiant en Tanzanie pour apprendre l'histoire de la Martinique. Donc lui le faisait déjà et c'est lui qui a vraiment été pionnier à ce niveau-là. C'est son charisme aussi qui faisait peur. On l'a taxé de très grand intellectuel et de révolutionnaire. Donc il représentait une sorte de toute façon, on a tendance à essayer de singulariser chaque cas, mais en fait, tous les grands intellectuels, tous les grands chefs d'État qui avaient cette carrure-là ont été carrément éliminés. Je veux dire, à un moment, il faut qu'on arrête de faire dans le détail et qu'on regarde, donc on ait cette vision globale dont vous parlez, et puis se rendre à l'évidence qu'effectivement, tous ceux qui pourraient faire émerger leur peuple sont éliminés. Voilà, c'est une des réalités, chers amis. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas entendre, mais voilà, la réalité, à un moment donné, je vous ai dit la dernière fois, à force de se taire, on s'étouffe. Bon, alors, vous avez donc produit votre dernier ouvrage sur Rodney, Walter Rodney, grand intellectuel, Alors, il a écrit pas mal de choses. On vous a donné 2 ou 3 titres, mais il y a, en plus... j'ai vu qu'il est très enseigné à la Jamaïque et on étudie ces livres sous forme de textes qui sont vraiment des études de textes. C'est-à-dire que la base même de beaucoup d'enseignements, c'est ce qu'il a écrit. C'est quelqu'un de très intéressant qui était donc guyanais de la Guyane anglaise, enfin anglophone, je ne sais pas comment dire. D'accord ? Voilà, on a fait un petit tour. Est-ce qu'on a parlé de tous vos ouvrages ou vous en avez d'autres qu'on a oubliés un peu ? Alors, il y a des ouvrages collectifs dans lesquels j'ai écrit, mais bon, Comme celui-ci. Comme celui-ci, effectivement. Je ne sais pas si on voit. C'est de celui-ci, enfin, un article qu'il a publié dans ce livre de Leonora Miano qui s'appelle « Marianne et le garçon noir ». Qu'on va vous parler plus en détail. Et le texte qu'il a donc écrit s'intitule « Pour des lendemains noirs d'éclats de soleil ». Donc, il va nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Alors, moi, comme c'est Monsieur Yabara est spécialiste du panafricanisme, à mon avis, avant qu'on entre dans son texte, dans ce livre-là, je vous conseille de le lire. Je l'ai demandé aussi aux étudiants qui l'ont beaucoup apprécié. Donc, voilà, prenez le temps de lire ces œuvres. Je vous avais aussi conseillé Une colère noire de Ta-Nehisi Coates,
qui est un livre absolument déchirant aussi. Donc n'hésitez pas, quand vous avez du temps pour la lecture, lisez. Ce sont des livres qui se lisent très facilement et qui vous parlent de vous-même. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas qu'on parle de vous-même, mais enfin, voilà. Qui est-ce qui le fera sinon vous-même ne vous mobilisez pas pour savoir qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi, on a beau dire, on a beau faire, vous êtes toujours les derniers de la classe. Ça a du sens. Alors, vous êtes spécialisé dans le panafricanisme, dont vous dites qu'il a à peu près 2 siècles d'existence et que vous caractérisez de mouvement de libération. Hein? C'est ça? C'est bon, ça. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous allez écouter toutes les conférences de Monsieur Yabara sur YouTube pour comprendre. C'est très complexe, c'est très très riche. Et puis voilà, il dispense des tonnes de savoir dans ses vidéos. Donc, prenez le temps chaque jour d'écouter au moins une. C'est très important. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que donc la France est tout à fait opposée au panafricanisme. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? On fait de cette opposition, parce que parler de panafricanisme, c'est parler de la déportation des Africains, parler de ce que vous dites, hein, le fait que ce sont ces déportations, ces populations africaines d'origine qui ont construit la civilisation occidentale très largement. Que vous parlez donc de tout ce que cela va induire, comme aussi de parler de panafricanisme, induire comme dynamique, c'est-à-dire réconciliation entre Africains, créer ou trouver un contre-modèle, hein, à celui du occidental, et voir un peu l'histoire, mettre on va dire, se préoccuper davantage de l'histoire contemporaine, parce que le panafricanisme, si ça a 2 siècles d'existence, c'est une histoire moderne, donc ça nous dirait tout ce qui nous manque. Vous parliez tout à l'heure de gouffre, enfin on disait qu'on était dans l'ignorance assez absolue concernant cette partie de notre histoire. Ensuite, vous avez pris des exemples d'Africains qui sont retournés des États-Unis vers l'Afrique, enfin qui étaient des Africains mis en esclavage là-bas, des difficultés qu'il y a eu. Et vous avez parlé, je pense, de réconciliation entre Africains aussi pour cette raison-là, hein, puisqu'on est enculturé dans des sociétés qui changent peut-être aussi notre vision et qui nous fait perdre le sens du communautaire, hein, et des responsabilités qu'on a. Voilà. Donc, dites-nous un petit peu sur tout ça. D'abord, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire quand la France nous dit qu'elle est opposée au panafricanisme? La France est opposée au panafricanisme tout simplement parce que le panafricanisme est né au moment de la plus grande défaite historique de la France, qui est l'indépendance d'Haïti, donc la première République noire, donc la défaite de l'armée de Napoléon, qui est à l'époque l'armée la plus puissante au monde, qui remportait victoire sur victoire en Europe, qui déversait des armes et des bombes un peu partout dans le monde. Donc on a, je dirais, un moment de naissance du panafricanisme qui est fondamentalement contraire à ce qui fait précisément la France, c'est-à-dire l'héritage napoléonien, code civil, etc. Également la grande armée, celle de Napoléon. Donc on peut tout à fait comprendre que pour la France, qui construit sa puissance sur, on va dire, des représentations et des symboles, le fait que l'on enseignerait qu'un mouvement de libération est né de sa plus grande défaite historique pose problème. Si demain, nous commençons à enseigner à tous les enfants en Afrique les circonstances de naissance du panafricanisme, ils sauront que leurs ancêtres, qui n'avaient pas d'armes aussi sophistiquées que les Français, ont battu l'armée française et que par conséquent, ça ne sert à rien de demander l'intervention de l'armée française, ça ne sert à rien de se dire qu'on se met sous la protection d'une armée
que nos ancêtres ont été capables de battre. Et je vois un parallèle entre cette guerre d'indépendance qui a été menée par Dessalines et la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, les Américains ont perdu et plus personne en Asie ne se réclame du parapluie américain en termes de défense. Aujourd'hui, dans nos anciennes colonies, dès qu'il y a un problème, on appelle la France. On reste dans ce mythe d'une France qui est invincible. Et la France, à travers justement la mise sous silence des circonstances historiques de naissance du panafricanisme, maintient le mythe de son invincibilité. Donc c'est pour cela déjà, d'un point de vue fondamental, qu'elle ne veut pas, je pense, voir émerger ce type de recherche, de réflexion et de ce mouvement. D'autre part, il y a aujourd'hui des intérêts bien particuliers qui font qu'il est plus simple de dominer des États africains qui sont divisés, qui n'étaient pas viables dès le départ, qui ont été balkanisés à un moment bien précis de l'histoire, de les dominer économiquement et monétairement via le franc CFA, les accords de partenariat économique et d'autres stratagèmes liés aux multinationales, mais aussi aux petites et moyennes entreprises. Dans le cas, par exemple, du Sénégal, tous les contrats sont gagnés par ce type d'entreprise-là. Alors, ce n'est pas une haine contre les entreprises françaises, mais on doit aussi s'interroger sur le fait de savoir pourquoi des Sénégalais de France ne sont pas capables de gagner des contrats au Sénégal. C'est parce que ça, c'est tout à fait possible. C'est un marché captif. Ce sont des marchés captifs. Ce sont des choses qui sont totalement verrouillées. Oui, mais c'est vrai aussi chez nous. Ce sont des marchés captifs. Oui, tout à fait. Dans le cas également linguistique, on voit bien tout ce qui est lié à cet héritage-là et le fait que le panafricanisme, il y a un consensus notamment pour faire du swahili la langue continentale. Et on sait qu'il y a une guerre linguistique qui vise précisément le swahili en Afrique centrale, et, donc le français ou l'anglais contre le swahili. Donc il y a ces éléments-là aussi dont il faut tenir compte. Et ensuite, il y a un certain nombre de réseaux d'allégeance. Il y a une France-Afrique à tous les niveaux. Il y a aussi une France-Afrique académique dont on ne parle pas suffisamment et qu'il faut aussi démasquer, puisque c'est elle qui est, je dirais, le laboratoire de tout ce qui se fait ensuite sur le terrain. Ce sont des étudiants auxquels on va donner des bourses pour étudier tel ou tel sujet. Quand vous les interrogez, ils ne savent pas pourquoi ils viennent étudier tel ou tel aspect de l'Afrique. On leur a dit qu'on leur donnait une bourse pour aller le faire, ils vont le faire. On a également Monsieur Macron a bien sélectionné une série de, je ne sais pas s'ils sont universitaires ou pas, mais pour l'aider à mieux comprendre le continent dans le cadre de la francophonie. Voilà, on a un certain nombre d'éléments qui font que la France n'est que puissance que parce qu'elle se repose sur cet ancien empire colonial dont et parce que les Africains ne refusent pas de faire ce qu'on leur demande de faire contre leurs intérêts. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas ces intérêts-là. Parce qu'ils ne connaissent pas ces intérêts, parce qu'ils ne sont pas éduqués, parce que ce sont des histoires qui ne sont pas enseignées, parce que nous n'avons pas d'école de politique africaine, nous n'avons pas d'école d'économie africaine, nous n'avons pas d'école de géostratégie africaine. Moi, j'ai été pour les 50 ans de l'OUA à Addis Abeba, j'ai fait un discours, j'ai expliqué un certain nombre d'éléments, qu'il était inadmissible que nos forces armées ne soient pas idéologiquement formées. Il n'est pas normal qu'on en soit encore à se faire former sur la défense de nos intérêts par des puissances étrangères. Pareil sur les questions de rapport. Elles étaient étrangères et désintéressées, mais justement, elles vous apprennent à vous battre comme elles veulent pour pouvoir pour défendre vous leurs propres intérêts. Exactement. Mais on n'a pas dans notre peuple les questions stratégiques. Donc l'idée d'une unité africaine pour les Africains, par les Africains, il n'y a pas que la France qui la craint. Je pense que beaucoup d'autres ensembles géopolitiques la craignent. Un phénomène. Et donc c'est déstabilisé. Il y a cette déstabilisation est faite ou passe par le biais d'Africains qui eux-mêmes soit ne comprennent pas, n'ont pas une vision globale, soit ne comprennent pas, ou alors soit il leur importe peu de continuer à être dominés du moment qu'en tant qu'individu, on leur donne un peu de visibilité. L'Europe est en train de s'écrouler aujourd'hui. Ce qui reste à l'Europe, c'est d'être une sorte de puissance de valeur. Donc le projet de l'Europe, c'est d'imposer ces valeurs un peu partout dans le monde pour que le monde soit européen. Et on a vu aujourd'hui qu'il y a les amis de l'Europe, même l'Europe demande aux gens de dire qui sont, quel est leur ami. Enfin, il y a là des projets, mais des trucs complètement puérils qui montrent qu'il s'agit de redorer le blason de cette institution et à travers elle, celle de tous les pays européens qui c'est vrai, sont en fin de cycle, mais qui ont de la ressource
pour essayer de rebondir, notamment à travers leur langue. Mais on a beau nous dire la francophonie, elle reste quand même on va dire, voilà, une sorte de précaré des intellectuels noirs, éventuellement, parce que les peuples parlent de moins en moins ces langues-là. À la langue, c'est quoi? On va vers une Afrique où une élite, une petite élite, va être avec les puissances étrangères dans l'esclavagisme de leur propre peuple, et ça va être ça le modèle de société qui attend le continent, qu'on attend, qu'on peut espérer sur le continent, ou qu'on peut craindre de voir se développer sur le continent. Je veux dire. Je suis d'accord que les histoires de stratégie n'ont pas beaucoup préoccupé les gens, mais c'est vrai que il faut commencer par un bout. Alors, qui va le faire? Comment? Est-ce que le panafricanisme se pose cette question-là? Écoutez, dans mon cas, moi je suis aussi militant politique. Hein. J'ai une organisation politique, on est établi dans un certain nombre de pays, on a des objectifs politiques précis en termes de prise de pouvoir et autres. Donc on ne fait pas que parler, on agit, on réfléchit, on observe et on se forme parce qu'on a surtout besoin de personnes formées à ces choses-là. Et très souvent, nous préférons déléguer aux autres, nous déléguons le travail aux autres alors que c'est à nous-mêmes de faire le travail. Donc déjà, je pense qu'il y a ce premier aspect-là. Ensuite, il faut remettre de l'idéologie dans tout ça. Aujourd'hui, nous sommes perdus du point de vue des valeurs et du point de vue de l'absence d'idéologie. C'est pas nouveau. Fanon le disait déjà il y a 60 ans, il disait que le plus grand danger qui guette l'Afrique, c'est l'absence d'idéologie, c'est-à-dire ce vide dans lequel n'importe quoi peut rentrer. Et l'intérêt du panafricanisme, c'est d'être porteur d'idéologie, dans lesquelles on peut retrouver effectivement des ramifications, dans lesquelles on peut retrouver aussi des figures de référence, parce que ce qui nous manque aussi, ce sont des références politiques, historiques, culturelles et autres, des modèles de réussite, des défaites et des échecs dont nous devons également tirer des leçons, parce que nous avons peut-être trop tendance à nous focaliser sur la gloire et ne pas se focaliser suffisamment sur ceux qui sont tombés et qui se sont relevés. Je pense que cette notion de capacité à se relever, nous la trouvons précisément dans l'histoire de la diaspora. Ceux qui ont été déshumanisés, négrifiés et qui ont été capables de se relever. C'est précisément ça qui est l'intérêt du panafricanisme. Mais est-ce que le fait que autant de personnages importants, penseurs, charismatiques, aient été tués comme ça. D'abord, ça n'est jamais théorisé en tant que tel. On a toujours un tel, machin est tombé, un tel est tombé, un tel est tombé. Et on en fait une histoire totalement atomisée. Et je pense que ça empêche les Africains, les Afro-descendants, ou les Kamites, ce qu'on appelle en général les Kamites, d'avoir une vision et de comprendre en fait, parce que beaucoup des nôtres vivent comme s'ils étaient tout le monde, comme s'ils étaient n'importe qui. Et l'idée que, un peu comme le peuple juif a dit à un moment donné, je suis persécuté, je dois me préserver, je dois ci, je dois ça, on a l'impression que chez les Noirs, ce phénomène-là n'a pas d'enracinement et qu'ils ne comprennent pas du tout la réalité dans laquelle ils baignent au quotidien. Et même le fait d'évoquer tous ceux des grands personnages noirs qui ont été tués, ça ne suffit pas, on dirait, pour que, à un moment ou à un autre, dans la conscience, eh bien, ça se capitalise pour donner l'idée, comme dans un flash, mais voilà l'état dans lequel nous sommes, ou voilà ce qui nous arrive. Ou oui, nous sommes bien victimes de quelque chose. Et ce quelque chose-là, imaginez-vous, quand vous parliez de Sankara, vous disiez, imaginez-vous ce que Sankara a fait au Burkina Faso. Si Sankara avait un État aussi riche que le Congo, ce qu'il aurait pu en faire, vous montrer que, voilà, il y avait des personnes puissantes qui savaient gérer, qui avaient une vision, qui auraient pu, mais qu'on a fait tomber très tôt.
et qui n'ont pas pu produire, offrir à l'Afrique des perspectives qu'on lui reproche aujourd'hui très hypocritement et très malhonnêtement de ne pas avoir. Donc on est bien conscient de ça. Mais la question aujourd'hui, c'est même pas... Parce que je vois le travail colossal que vous abattez et le fait que vos théories ne sont pas assez connues. Et donc je vous remercie d'être là, mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous manque dans la proximité, c'est-à-dire que, voyez, ce genre d'émission, les gens les regardent un peu partout et disent « Ah, on apprend sur nous-mêmes. » C'est-à-dire que la jeune génération d'Africains, même parfois plus, ne sait rien d'elle. Et tout ce qu'on pourrait lui donner servira parce qu'elle se découvre à travers même des petites choses aussi insignifiantes que une émission télé comme ça. Mais voilà, on sent que... Alors, on ne sait pas par quel canal, parce que il y a les 8 volumes de l'histoire de l'Afrique, l'histoire générale de l'Afrique, qui ne sont pas utilisés sur le continent. Et alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment, vous, au niveau du panafricanisme, du mouvement, vous envisagez de faire que ces enseignements soient dispensés? Il faut une politique d'éducation. Je pense que si le panafricanisme n'est pas enseigné dans les écoles, dans les... Mais vous n'avez pas les clés pour entrer. Alors cet ouvrage, Africa Unite, j'ai essayé de le faire entrer dans le programme national d'un pays africain. J'ai rencontré une très haute personnalité qui m'a donné éventuellement des possibilités avant que je ne comprenne qu'il l'utilisait pour des enjeux électoralistes. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est s'engager sur ce terrain politique avec précisément l'objectif de faire en sorte que le panafricanisme soit enseigné dans les établissements. Donc c'est une lutte politique qu'il faut mener. Je pense que si demain la France décide d'enseigner pendant, 10 ans l'histoire de la royauté, dans 15 ans, on aura des candidats aux élections présidentielles qui seront des monarchistes ou des royalistes, parce que c'est ça qu'on aura enseigné aux élèves. Donc c'est aussi cela qu'il faut être capable de faire, décoloniser l'histoire. Il faut avoir accès. Nous, à mon niveau, je suis vraiment engagé sur des questions de lutte politique, et nous visons un certain nombre de territoires avec la Ligue panafricaine Umoja, et si nous les remportons, c'est évident que dans ces lieux-là, l'histoire qui sera enseignée sera différente. Les lieux peuvent être des municipalités, peuvent être des régions, peuvent être des pays, mais en tout cas, il faut commencer par ce travail-là. Aujourd'hui, nous le faisons effectivement de manière un peu atomisée, dispersée, informelle. Nous bénéficions de toute la technologie qui nous permet de nous former chacun dans son coin, mais il y a la nécessité d'avoir vraiment une base programmatique commune dans laquelle nous pouvons nous reconnaître les uns les autres. C'est-à-dire que les Africains de Martinique, de Guadeloupe, du Brésil et autres précisent quelles sont leurs doléances, quels sont les points sur lesquels ils souhaitent que leur situation soit abordée, qu'on revienne peut-être aux traditions de congrès panafricains où on fait les états généraux de notre situation un peu partout au moment T et on décide quelles vont être les actions qu'on va mener par rapport à cela. On a la question de la décennie des personnes d'ascendance africaine. Là aussi, ce sont différents champs ou cadres institutionnels qui existent. Il y a des mouvements également qui militent pour passer par des formes de référendum. Je n'y crois pas trop. Pour moi, c'est vraiment une question de politisation de nos sociétés, de construction de bases programmatiques. Et le panafricanisme a déjà fait ses preuves. C'est-à-dire que le panafricanisme a déjà été au pouvoir. Dans le cas du Burkina Faso, les 4 ans de Sankara ont été les années où le Burkina a connu... Il a expérimenté véritablement et ça a marché. Ça a marché. Donc aujourd'hui, c'est bien pour ça qu'on l'a éliminé. Oui, mais aujourd'hui, il faut recréer des laboratoires. Et il faut le faire dans des cadres d'organisation et non plus dans des cadres, je dirais, d'individus ou d'individualité. Parce qu'il y a aussi des problématiques d'ego, de leadership qui, à mon sens, sont contre-productives. Donc c'est à travers les organisations, c'est à travers justement la formation des prochaines générations qu'on peut créer quelque chose qui, à mon sens, pourra résister aux attaques impérialistes. L'Amérique du Sud, à un moment, a eu une vague de révolutions à gauche. Aujourd'hui, c'est des révolutions à droite. Mais néanmoins, il y a eu cette période d'ouverture. Et les mouvements noirs ont beaucoup joué dedans. Ils ont souvent été les premiers en tête et généralement, parfois, les derniers récompensés. Donc
Donc là aussi, ce sont comme d'habitude. Donc là aussi, ce sont des choses. Écoutez, toutes les inventions. Obama a été élu par les Noirs aux États-Unis, mais c'est bien évidemment les derniers qui ont été. Au contraire, ils se sont fait il faut aussi, je pense, établir nos priorités et y réfléchir en sachant que il est nécessaire, je pense de plus en plus qu'il y ait aussi un mouvement panafricain à l'échelle européenne, parce que l'Europe est en train de changer. Les Européens sont très préoccupés de leur évolution démographique et je pense que c'est un moment où il faut être aussi présent sur ce terrain. Mais ils surveillent celle de l'Afrique de manière très... Non, mais en même temps, moi je crois que l'idée que les Noirs sont atomisés, sont partout. Les Noirs sont atomisés, mais ce qu'il faut faire, c'est trouver l'aimant commun qui permet de les ramener dans un tunnel. Et j'ai l'impression que ça enlève, ça fait perdre un petit peu le sens du groupe, la notion d'intérêt commun. Vous parliez d'ego, on a beaucoup de gens qui font un travail peut-être très intéressant dans la communauté, mais on a vraiment l'impression que chacun est un petit pape ou une papesse et que, voilà, comment on met tous ces gens-là ensemble? Moi, je dirais que chacun doit faire le mieux qu'il peut dans le domaine qu'il maîtrise le mieux. Oui, voilà, mais on n'a pas de contrôle sur ce qui se dispense, se divulgue aussi. Enfin, bon. Il y a des fonctionnements, à mon avis, qu'il nous faudra interroger, mais bon, je voudrais qu'on avance pour que vous disiez un petit peu ça, que vous parliez du livre, parce que il y avait tout ce que vous avez énuméré dans les questions, par exemple, sur l'unité africaine, les questions identitaires, les questions raciales, tout ce qui peut nuire justement à cette démarche de cohésion. Vous avez pris tous les exemples des plus grands, vous avez cité beaucoup Benito Sylvain, qui a aussi beaucoup œuvré pour la cause après ou pendant Marcus Garvey, etc. Il y a eu tout ça, je ne sais pas, c'est vrai que ces gens-là ont laissé des supports qu'on peut utiliser, mais là aussi, on est dans des connaissances en dents de scie. Très peu de personnes, aujourd'hui encore, connaissent l'œuvre de Garvey. Oui, mais parce qu'il faut précisément réintégrer la connaissance dans le quotidien des gens. C'est pour ça qu'il faut une base programmatique, il faut que ça ait un sens. C'est-à-dire qu'il y ait par exemple un CV panafricain. C'est quoi l'apport du panafricanisme sur un CV? Comment on réussit sa vie à travers cette idéologie? Quels sont les éléments, les critères, les étapes mais moi on est bien d'accord sur ça. C'est comment on pénètre dans le système, ou comment on arriverait éventuellement à faire que dans le système éducationnel actuel, on ait la possibilité de faire, parce que... Mais le système éducatif n'est que la continuité du système politique, donc c'est le système politique qu'il faut changer. Et ici en France, on enseigne la gloire de la République parce que c'est la République. En Angleterre, c'est la gloire de la monarchie qu'on enseigne à l'école parce que c'est la monarchie. Donc c'est le système politique qui détermine le système éducatif, et nous sommes dans un système politique fondamentalement colonial, y compris dans les pays africains dits... Absolument. Mais la question, c'est... alors, voilà, il faut laisser passer quelques générations. Comment ça se fait? Je pense qu'il y a quand même, du point de vue, entre guillemets, démographique, de grosses attentes de la part de la jeunesse sur le continent. Je dis bien sur le continent. Dans la diaspora, je vois de plus en plus des associations d'étudiants africains qui se reforment, qui se réidentifient à l'Afrique, qui voient aussi de manière assez paradoxale et ambiguë l'Afrique comme une terre d'opportunité. Donc il y a aussi toujours cette idée. C'est ce qu'on leur a présenté, vous voyez, ils sont dans le discours dominant. C'est-à-dire qu'ils reprennent le discours dominant vis-à-vis de l'Afrique. Donc tout cela, je dirais qu'il faut y trouver des alternatives solides et crédibles, et ça passe principalement par la construction de modèles politiques, économiques et sociaux concrets sur le continent. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le fait que nous, on étale tout sur les ondes, dans les médias... Oui, pour moi, je pense que nous n'avons pas suffisamment la culture du huis clos. Non, mais tout le temps, quand je vois tout ce qui se dit, n'importe qui peut faire quelque chose. Ça veut dire que, alors que les autres avancent à couvert, dans la communauté camite noire, on est à découvert, mais alors... Il n'y a pas un seul... On n'a pas l'impression que les gens se soucient de cette nécessité du huis clos, parce que chez nous, on dit « toutes affaires nous dérange ». Et on a l'impression que les gens ne comprennent pas. Mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y a pas
démarche stratégique ou de préoccupation en termes stratégiques dans nos rangs. Premièrement, parce qu'on n'a pas écrit. Quand vous dites aux gens que chez les Européens, ce sont des choses qui s'apprennent, ils ne veulent pas le croire. Il y a un département d'études de polémologie. Il y en a eu beaucoup en France, plusieurs. Et il y a au moins une région de France qui a préservé ce département de polémologie, qui publie. Et la polémologie, c'est quoi? C'est l'art de la guerre. C'est à l'université que c'est enseigné. C'est un département de l'université. Polémologie, l'art de la guerre. Et quand vous dites aux gens que les gens ne sont pas avec nous comme ils le sont par hasard, on ne vous a pas étudié, on n'a pas essayé de savoir qui vous êtes, comment vous pensez, on ne vous envoie pas des prêtres de tout acabit parce que on décide qu'on veut du bien à votre âme. Enfin, vous savez bien que la religion a toujours été l'arme du conquérant et pourtant, plus on avance, plus vous foncez dans ces espèces de miroirs aux alouettes qu'on vous tend. Et l'objectif visé, c'est bien sûr de vous déconnecter de la réalité et de laisser les autres s'emparer de vos pays, de vos ressources. Parce que, excusez-moi, pendant que vous êtes à prier, etc., vos ressources disparaissent. Et vous dites, oui, le peuple noir, les Noirs sont les plus malheureux, les plus en échec social, les plus en échec scolaire, naturellement. Le programme scolaire n'est pas fait pour les aider à se connaître. Enfin, voyez, être victime, ne pas le savoir, ou faire comme si, et puis quand on vous parle, vous mettre en colère, vous fâcher, parce qu'on ne parle pas de si, pas de problème de race, on est en République, une et indivisible, bien entendu. Bon, alors on dit parfois on a ce qu'on mérite, mais dans notre cas, dans le cas de notre peuple, c'est très souvent l'ignorance. Quand on essaye de l'éclairer, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi on est là à se décarcasser, à lui dire de faire ci, ça, eh bien, il s'en prend à nous. Voilà. Voyez, c'est pas une histoire facile. C'est pour cela qu'il faut aller sur YouTube et regarder, écouter les conférences de monsieur Yabara, parce que vous apprendrez beaucoup et peut-être que vous comprendrez un peu le monde dans lequel vous êtes, parce que vous ne pouvez pas continuer à vivre avec le nez dans le guidon et sans comprendre le monde dans lequel vous vivez. Le monde, il n'avance pas par hasard comme il avance là. Il y a des projets, il y a des puissances. Les riches ne deviennent pas plus riches par hasard. Les pauvres ne deviennent pas plus pauvres par hasard. Il y a un projet, il y a des gens derrière. Voilà. Enfin, des choses qu'on a envie de vous dire, pour vous dire que oui, il faut qu'on se bouge. Voilà. Alors maintenant, nous allons, si vous voulez bien, parler de votre article qui s'appelle « Pour des lendemains noirs d'éclat de soleil ». Alors c'est un article qui est dans un livre qui s'appelle « Marianne et le garçon noir » de Leonora Miano. J'ai eu envie de connaître cet ouvrage parce qu'il me semble qu'effectivement l'une des causes de l'échec, des échecs, des difficultés de notre peuple sont le fait que l'homme noir est en grande difficulté dans la civilisation occidentale, chez les Blancs. Vous disiez aussi à travers un livre de Gunnar Myrdal que lui-même, en tant que blanc, il a bien vu que les rênes sont tenues par les blancs et que ce sont eux qui disent au noir jusqu'où il peut aller. Et donc, du coup, l'homme noir est aussi un instrument tenu en laisse par le pouvoir blanc. Et du coup, toutes les sociétés patriarcalistes, c'est essentiellement ce qu'on a, même si on parle du matriarcat en Afrique, il y a longtemps que les religions, enfin les invasions arabes ont aussi beaucoup transformé ce matriarcat. Donc, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Le patriarcat domine le monde. Et voilà que nos hommes, enfin les hommes noirs, sont ceux-là qu'on a neutralisés, qui sont les seuls à ne pas pouvoir servir leur communauté. Donc ce livre m'a beaucoup interrogée, d'autant qu'il est écrit par une femme qui comprend, à mon avis, ce qui se joue et qui interroge. Donc ce sont des garçons noirs, des hommes noirs qui parlent, qui racontent les difficultés qu'ils ont à vivre dans la société française, leur professionnalisme, leur expérience, etc. Alors, est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous avez accepté de participer à ce projet ? Alors, j'avais rencontré Leonora Miano à Lomé, au Togo. On avait organisé un événement là-bas en janvier 2017.
et où j'ai fait une intervention précisément sur les femmes dans le panafricanisme. À l'issue de cela, il a tenu à ce qu'on garde le contact et 2-3 mois après m'a envoyé un message en me demandant si ça m'intéressait d'écrire dans cet ouvrage collectif, en m'expliquant en quoi ça consistait par rapport à Théo, l'affaire Théo, Adama Traoré, une réflexion sur la situation de l'homme noir, du garçon noir en France. Et elle m'a expliqué qu'elle cherchait des hommes noirs qui ne sont pas forcément les plus visibles, mais dont elle pense qu'ils ont des choses importantes et intéressantes à dire et qui surtout savent écrire assez rapidement parce qu'il y avait un délai assez court de production de l'ouvrage. Donc j'ai accepté. Elle m'a ensuite envoyé de la documentation sur la thématique du corps, mais je trouvais ça trop académique, intellectualisant, trop sociologique. Et j'ai préféré faire un texte, on va dire, plus personnel, en sachant que c'est toujours difficile d'écrire dans un ouvrage collectif parce qu'on ne sait pas trop ce que les autres vont écrire. Donc il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire que je n'ai pas souhaité mettre dedans, tout simplement parce que je ne tenais pas non plus à me dévoiler intégralement. Donc c'est plus un témoignage, une contribution, une réflexion, où il y a des éléments autobiographiques, aussi des éléments, on va dire, ou des références académiques et bien évidemment des prises de position politiques. Oui. Vous dites par exemple, vous ne dévoilez pas beaucoup qui vous êtes, mais vous nous en dites autant, assez pour qu'on se dise que vous êtes presque un enfant bumidum, hein, qui est un peu dans cette période où la jeunesse s'en allait. Mais vous dites surtout, je suis d'une famille non française sans être totalement africaine. Oui, tout à fait. Alors, ma mère est venue en Europe, France, oui. pas tout à fait dans le cas du Bumidum. Hein. C'est j'ai une compris. situation de retraite, on va dire. Elle est venue avec ses 6 frères et sœurs. Au milieu des années 60. Ensuite, j'ai une famille martiniquaise qui est très particulière. J'ai des oncles qui paraissent un peu chinois, tout ça. Donc il y a vraiment le côté, on va dire, métissage du point de vue des origines, même si c'est une famille noire. Quand je dis que je ne suis pas totalement africain ou d'une famille non française, pas totalement africaine, je fais plus référence au fait qu'après la famille, c'est ce qu'on se construit également comme représentation, c'est également ce qu'on se construit comme affinité, et également la manière dont on fait de l'identité ou pas l'élément structurant de son environnement familial. Moi, j'ai plus une conception, on va dire, politique de la famille. J'ai également une conception qui est assez, je dirais, engagée de la notion de famille et en même temps, je dirais, personnel. Je suis quelqu'un qui est en soi très réservé, très autonome, à la fois très proche et très distant. Et en fait, dans mon comportement, je ne reflète pas forcément le stéréotype qu'on a de l'Africain. J'ai une famille africaine qui n'est pas forcément dans le stéréotype qu'on a de la famille africaine. C'est un peu tous ces éléments-là, en fait, qui font que, voilà, qu'on pense à la famille africaine, on pense à la famille très nombreuse, envahissante, etc. Tout ça. Enfin, il y a vraiment des clichés autour de ce qu'on entend par famille africaine. Et c'est dans ce sens-là que je dis que je ne suis pas une famille cliché. D'accord. Non, mais donc en dehors de ça, c'était l'idée que ça se passe dans les années 60, même si vos parents, votre mère ne quitte pas le pays dans le cadre de cette politique de déportation au carré. Oui, déportation, oui. Eh bien, les conditions que vivent les Afro-Caribéens en France rejaillissent un peu sur ceux qui sont là. Vous parlez à un moment de foyers de travailleurs immigrés, de chambres de bonne, etc. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est votre regard sur la France. France, vous utilisez les mots colonial, pieuvre, tentaculaire. Vous parlez de diaspora coloniale qui font qu'on fait se rencontrer
vos parents, qui ont fait que vos parents se sont rencontrés, parce qu'ils n'étaient même pas une diaspora tout court, ils étaient une diaspora coloniale, le Bénin étant donc aussi colonie française, vous voyez. Donc il y avait presque des petites fatalités que ces personnes se rencontrent aussi dans un cadre qui allait être celui de la métropole, qui rappelle la colonie, qu'il y a eu des colonies. Alors, donc, il y a ça sur la vision. Vous avez beaucoup vous faites s'entrechoquer les mots et les identités qui sont faites et défaites au gré du projet du dominant. Vous parlez d'esclavage colonial, postcolonial, à caractère racial, agression à sens unique, flux migratoire, parents, moi je mettais le contexte de Midom, années 60-70, c'est un peu... Et puis, transfert de population, exil, cale des bâtonnets gris, et vous rappelez un peu, et vous parlez, puisqu'elle avait un projet sur le corps noir, vous parlez de briques de corps noirs encastrés, qui rappellent que, voilà, ces pays-là sont construits aussi sur le sang des ancêtres africains. Et puis, l'idée d'une continuité historique du drame de la déportation, de l'exploitation du peuple noir, des ports, les villes noires, où on trouve les prolétaires africains, et qui font qu'on a un sentiment de continuité et l'idée qu'on serait dans une situation post-coloniale n'arrive pas à dire ça, à parler d'une réalité qui serait, parce qu'en fait, la réalité coloniale est toujours la plus forte et la plus violente. Oui, la réalité coloniale est toujours la plus forte et la plus violente. Je pense que le corps noir, de toute manière, a toujours été, assimilé au profit. Là aussi, c'est assez intéressant parce que dans ces comparaisons-là, souvent, on assimile le juif à l'argent, mais en fait, le seul corps qui a été assimilé à de l'argent du bien meuble de l'objet, c'est le corps noir. Un noir qui se balade, en fait, c'est de l'argent qui se balade. Il faut le rattraper, le remettre en esclavage parce qu'il représente de l'argent. C'est de l'argent, de l'argent, de l'argent. Donc, on a aussi ça dans notre représentation. Donc, il faut tenir compte. C'est un capital pour ceux qui ont compris. On a été le capital qui a fait ce monde-là. Oui, mais le code noir, je veux dire, ceux qui l'ont inventé. Bon, alors, vous dites l'homme noir a du mal à dépasser le statut de... Enfin, moi, à partir de ce que vous mettez en exergue, il a du mal à dépasser le statut de main-d'œuvre dans la plantation, puisque vous parliez du modèle économique. Toute sa vie a été circonscrite autour de la plantation. Et donc, vous dites, il y a des métiers dans le système actuel vers lesquels les hommes noirs sont orientés de manière non naturelle. Et comme s'ils ne pouvaient pas sortir du statut d'héritier dont parle Bourdieu. Quand Bourdieu parle des héritiers, on a l'impression que c'est le plus beau cadeau que la civilisation occidentale ait fait aux Noirs, celui de l'enfermer dans une continuité qui s'étale sur des siècles et qui fait que l'héritage, là, pour le coup, il n'est vraiment pas, il n'est pas dilapidé, quoi. Il est... Ça, c'est une chose que vous avez ressentie ou que dont vos parents vous en parlaient? En fait, pendant plusieurs années, j'ai aussi travaillé dans le système éducatif français, donc j'ai vu comment se faisaient les processus d'orientation. Moi-même, quand je suis arrivé en France, une année au niveau du lycée, on m'a mis dans la classe la plus faible, en estimant que venant d'Afrique, étant noir, je devais aller dans une classe de voie de garage. Donc il y a toujours eu ce type de politique, puis on le voit également dans les incitations. Qui c'est qu'on incite le plus à aller à l'armée? C'est un certain type de jeunesse auquel précisément on dénie toute forme de patriotisme. Donc c'est aussi ça des paradoxes, c'est-à-dire qu'on estime que ce ne sont pas des Français, mais quand il s'agit d'aller à la guerre, on les prend en français. Moi, je ne suis français que parce que ma mère est martiniquaise. Et je ne suis français que parce que ma mère, à l'époque où mes 18 ans arrivaient, a vu que j'étais convoqué à la journée d'appel de préparation à la défense, et qu'en même temps, ma nationalité française n'était pas acquise. Et elle s'est dit, mais qui sont ces gens-là qui sont prêts à t'envoyer à la guerre et à te refuser la nationalité? Et donc, il faut que tu te détermines. Donc, c'est elle qui a envoyé le document qui fait que j'ai encore aujourd'hui la nationalité française en tant que martiniquaise. Sinon, je n'aurais que la nationalité béninoise. Donc, ce sont aussi, je dirais, des stratagèmes qui sont faits pour placer les Noirs dans des situations d'inconfort
qui leur font accepter n'importe quoi dans des conditions de mendicité. Et dans le contexte académique, c'est pareil. J'ai refusé, voilà, je vis très bien aujourd'hui, mais j'ai refusé des propositions qu'on m'a faites où je voyais très bien que je ne serais que le larbin de personnes qui maîtrisent 10 fois moins bien ce que je sais faire. Donc c'est évident qu'au bout d'un moment, on est toujours dans cette volonté de nous mettre dans une situation de mendicité perpétuelle. Et donc au bout d'un moment, il faut être capable de sortir de cela et de s'organiser différemment. Et on veut que vous soyez donc toujours... une mendicité par rapport au papier, une mendicité par rapport aux questions économiques, une mendicité par rapport à des formes de reconnaissance dont on n'a pas besoin en réalité. Oui, parce que même quand on vous dit, voilà, qu'on vous donne une chance d'advenir dans le système, quand vous regardez les gens qui sont appelés à donner leur avis sur la vie politique, les spécialistes qui sont appelés, on est étonné. Pourtant, dans les universités françaises ou bien dans d'autres structures, il y a beaucoup de Noirs qui servent de caution, peut-être probablement pour cette raison-là. Et vous ne les voyez jamais dans l'espace public, dans les télés, dans les médias, invités comme spécialistes, proposant des analyses, comme les autres le font. Les Blancs sont systématiquement les seuls référents. C'est pour ça que je vous disais en début, chers téléspectateurs, que vous avez l'impression que seuls les Blancs savent penser, puisqu'il n'y a que vous voyez dans ces grands débats-là. Donc voilà, il y en a chez nous aussi. Donc il faut... Alors, ce que vous disiez qui m'intéressait, c'est... Alors, comme le temps passe vite, c'était l'idée de conscience historique, parce que c'est vrai, vous avez dit, je suis noire en toute normalité, parce que je n'ai pas grandi dans un milieu où peut-être que le groupe des Noirs, comme en France, était minoritaire ou bien était stigmatisé, mais on a vu que c'est ambigu, que ça peut être dans le cas des Antillais, par exemple, qui sont majoritaires et pourtant ils ont des postures de dominés, ils ont des complexes d'infériorité, ils se décapent la peau, ils se défrisent les cheveux, ils sont pas bien et ils ont comme modèle, ils sont agrippés, littéralement agrippés à un modèle euro, le codem, etc. Donc dans les années 90, vous êtes à un moment clé de votre vie, vous découvrez Césaire, oui, tout à fait. Vous découvrez Fanon. Vous voulez nous en parler un peu? Je découvre Césaire l'année où il était au programme. Il est enlevé parce que ma sœur devait l'étudier. Donc elle laisse le livre traîner un jour et je le prends, je le lis et immédiatement ça me parle énormément. Je vais voir dans le dictionnaire qui est cet homme-là. Je vois déjà qu'il est dans le dictionnaire, donc je me dis un noir qui est dans le dictionnaire, tiens, c'est intéressant. Je vois qu'il n'est pas mort à l'époque, donc puisque voilà. Et là, je commence à relire un peu, enfin à découvrir l'intégralité de l'œuvre et ça me marque énormément. Après, je découvre Fanon, donc j'ai découvert Césaire d'abord, puis Fanon ensuite. J'ai été moins marqué, je dirais, par Fanon. Je trouvais que Césaire était plus construit. Il y avait, en termes de rhétorique, quelque chose de beaucoup plus puissant, vraiment. Et c'est également l'époque où le rap aussi apparaît. Voilà, c'est les années d'adolescence, les années de révolte, de rébellion, etc. Mais vous parlez d'une conscience, vous percevez la violence politique. Je perçois la violence politique du monde dans lequel on est. À travers l'œuvre de Césaire, puisque ces années-là, 94-95, correspondent à des années très dures en Afrique. On a des guerres, on a le génocide Tutsi au Rwanda, on a un certain nombre d'éléments qui font aussi que dans mon environnement naturel, les choses changent. J'ai des nouveaux camarades qui arrivent du Rwanda, qui fuient le génocide. J'ai une partie de ma classe qui disparaît parce qu'en 94, il y a eu la dévaluation du franc CFA, donc tout a augmenté, tout a été multiplié par 2, donc généralement quand ça se passe comme ça, on enlève les filles de l'école, donc voilà, il y a des choses qui évoluent dans mon environnement, et puis je lis Césaire qui m'ouvre justement à cette géopolitique, le discours du colonialisme, le discours sur le colonialisme, qui m'ouvre à Bandung, qui m'ouvre à ces thématiques-là, et là je me dis que c'est vraiment quelque chose de très fort, et qui me rattache vraiment à une conscience historique. Une conscience historique, conscience de la violence et poétique aussi. Et puis ce que ça peut être qu'être victime rebelle. Puisque vous avez utilisé à un moment donné, vous avez cité tous ces gens qui après Fanon, Malcolm X, etc., Ta-Nehisi Coates, Ralph Ellison, Harold Griffith, donc qui est un blanc etc. Mais tous ces gens qui témoignent en fait de la difficulté pour un corps noir et en général d'un homme noir, parce que on n'a pas encore abordé les problématiques de la femme noire, mais l'homme noir en tant que tel est véritablement celui
contre lequel les politiques très ciblées sont dirigées, d'abord pour séparer l'homme et la femme. Et vous parlez à un moment de la compétition entre hommes noirs et femmes noires qui m'intéresse beaucoup parce que nous sommes en train de nous demander pourquoi on explose ou on implose autant, pourquoi hommes, femmes noires n'arrivent pas à s'entendre, pourquoi une grosse partie de notre jeunesse épouse des femmes d'ailleurs. Et souvent d'ailleurs des femmes du groupe dominant, il y a vraiment des questions à se poser. Donc il y a tous ces gens que vous voyez tomber, ces corps noirs qui sont troués, qui sont tués, enfin ils sont tués comme Malcolm X, comme etc. On a l'impression que voilà, ils sont percés, c'est des corps ou bien des corps entassés dans les charniers, comme vous le disiez pour Rwanda. Hein? Le corps noir a toujours été... Et vous parliez tout à l'heure du fait qu'il est encastré, ou que c'est son sang qui a permis les constructions. Même il était boyé dans les usines. Oui. C'est le matériel du monde actuel, le corps noir. D'une certaine manière, c'est le combustible qui a donné ce monde-là aujourd'hui, à travers le travail, à travers le sang, à travers le sacrifice. Quand on pense à ces corps noirs embriqués, on se dit qu'il suffirait d'en enlever un pour que tout s'écroule. Ces corps noirs. On a la vision du navire, de la cale, du bateau négrier. Exactement. Oui. Donc tous ces éléments-là aussi qu'on a retournés contre nous également. Donc, alors on se demande est-ce qu'on comprend que quand on dit que le noir n'a rien apporté à la civilisation, est-ce qu'on peut se rendre compte que la civilisation est construite justement sur sa chair, sur son sang, sur son travail gratuit pendant des siècles, sur la spoliation des matières premières de l'Afrique actuellement, et sur le mensonge qui perdure, hein? Le mensonge perdure, oui. Parce que les femmes là-bas qui se blanchissent désespérément, les hommes qui sortent de leur continent pour aller épouser, et des femmes qui vont épouser. Enfin, c'est un. Voilà. On dit. C'est une forme de génocide mental aussi qui est assez réussie. Alors, est-ce qu'on a. C'est de la maladie. Est-ce qu'on a de l'espoir? Il y a de la maladie mentale, mais en même temps, lorsqu'on abreuve un groupe de population par un certain nombre de poisons divers et variés, notamment par les canaux médiatiques, on ne peut que constater le résultat du poison. Ça veut dire qu'on n'est pas maître de notre destinée, ni de notre peuple, ni des idées. Parce que les Européens, c'est les Européens qui leur ont produit le système d'idées à partir duquel ils pensent, ils réfléchissent, ils établissent des liens. Ça veut dire que tout le système de pensée à partir duquel la majorité du peuple noir pense, réfléchit et se positionne dans le monde n'est pas produit par lui. C'est-à-dire qu'il faut opérer un retrait, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, il faut sortir de ce désir de reconnaissance par l'autre qui implique d'accepter de se diluer dans les valeurs, les paradigmes de l'autre et se recentrer sur les nôtres ou reconstruire les nôtres pour déterminer qu'est-ce qui est pertinent en termes de canon esthétique, en termes de réflexion intellectuelle, en termes de développement économique. Est-ce qu'il s'agit de faire pareil que les autres, mais différemment juste sous le soleil, etc. Ou est-ce qu'il s'agit de repenser totalement le rapport relationnel, le rapport économique, le rapport social? Et je pense qu'on est plus dans cette seconde optique de recherche d'alternatives en sachant que, entre guillemets, on ne pourra pas sauver tout le monde. Il y a des personnes qui sont définitivement perdues. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que ceux qui veulent s'en sortir puissent avoir des espaces de survie. C'est pour ça qu'à un moment, je parle vraiment de la notion de quilombo. On doit vraiment recréer des espaces de sécurité dans lesquels on peut être nous-mêmes et vivre selon nos propres... Oui, mais on a aussi détruit des quilombos, mais enfin... Bon, ce qu'il faut, effectivement, c'est envisager des stratégies de conquête de certains espaces. Ce qui m'a intéressé pour les garder. Ce qui m'a intéressé dans ces arts, c'est précisément l'esprit de conquête, l'esprit de construction, de conquête, bâtir quelque chose de différent. Un pas après un pas. Oui, mais ça urge. Oui, ça urge, mais ça urge parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux à faire le travail. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin de massification et de densification de personnes pour faire ce travail-là. Et c'est tout l'intérêt précisément de faire des ouvrages qui rencontrent les gens individuellement et ça crée de la communauté parce qu'à partir de la production intellectuelle, on crée du sens communautaire. Qui a lu tel ou tel ouvrage, on se reconnaît à travers nos lectures. Oui. On se reconnaît à travers nos cadres. Essayer d'un peu homogénéiser la pensée. Exactement. Il y a quelque chose de cet ordre-là à faire.
Alors, on n'a pas essayé d'être trop pessimiste, mais vous voyez que bien sûr qu'il y a des gens qui ne nous veulent pas du bien, mais nous sommes sous l'emprise de leur volonté de nous écarter de tout. Vous parliez de la confiscation de l'histoire des Noirs et de leur droit à la citoyenneté. C'est bien laisser penser que nous sommes des citoyens et en même temps garder le contrôle, nous empêcher d'exister ou empêcher une grande partie de notre peuple d'exister en tant que tel, c'est-à-dire d'exercer ses droits de citoyen et de considérer qu'il a la liberté d'évoluer, d'aller, venir comme tous les autres. Il y a des peuples dont on dit qu'ils sont victimes de violences ou de ci, de ça, mais tous les jours dans le monde, il y a des Noirs qui sont tués parce qu'ils sont tués et personne n'en parle. En Afrique, au Congo, il me semble qu'on a dépassé 6 millions de morts. Personne n'en parle parce que ce sont des Noirs. Alors c'est au peuple noir concerné de se sentir responsable, d'abord de reprendre son image en main, de décider aussi. Qu'est-ce que vous diriez dans le cadre panafricaniste pour rebooster l'énergie Tout simplement, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. On a des énergies qui sont dispersées. Il faut les réunir d'une certaine manière, se donner des objectifs, être capable de mettre des échelons différents. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui se découragent très vite. Il faut leur donner des objectifs qui sont relativement simples, directs et accessibles. Ceux qui ont un peu plus d'endurance, des objectifs un peu plus élevés, et ceux qui tiendront jusqu'au bout, c'est à eux de guider les autres, d'une certaine manière, d'être le fil conducteur, d'être le sillon qui permet aux autres de se mettre, je dirais, au diapason. Donc c'est une question d'orchestration, une question d'organisation, de connaissances. Aujourd'hui, nous produisons de plus en plus, donc c'est aux uns et aux autres je ne dirais pas de chercher cette connaissance-là, mais c'est aussi à nous de l'apporter, de la vulgariser, voilà. Sous différents supports, sous différentes méthodes, de former également des personnes à prendre la parole, à analyser ces différents enjeux-là, parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux justement pour être présents partout. Et ceux qui sont en face le savent très bien. Et c'est par rapport à cela qu'on doit aussi se positionner. Sur la question enfin, parce qu'il faut terminer, ça clignote, chers téléspectateurs, c'est déjà fini. Qu'est-ce qu'on pourrait... On a un gros malaise. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est une construction homme-femme? C'est difficile qu'on s'entende, qu'on crée, parce que sans cohésion, ça sera aussi difficile, parce que l'éducation à donner aux enfants sont le devoir des parents. Alors si on a du mal... Si beaucoup des enfants ont des parents étrangers, quelle culture on transmet aussi? C'est compliqué? Oui, c'est compliqué. Je pense que la base, tout simplement, c'est déjà d'être d'excellents parents. Ce que j'ai constaté en Afrique, notamment dans tous nos pays qui sont parfois ravagés, c'est que les personnes qui ne croient plus en la dimension citoyenne retrouvent de la force dans la nécessité d'être des parents excellents. Donc après, c'est à chacun, par rapport aux circonstances dans lesquelles il est, de déterminer qu'est-ce que c'est qu'être un parent excellent. Mais effectivement, selon moi, c'est de transmettre son héritage, son histoire, sa culture à ses enfants. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, puisque c'est fini, je vous rappelle ce livre-là, Marianne et le garçon noir, et le texte de M. Yabara. Vous parlez, il y a aussi une vision de ce que, soi-disant, Obama avait changé dans le monde noir, toutes nos illusions, le fait aussi qu'on court après toutes les carottes qu'on nous tend sans réfléchir vraiment, et peut-être en faisant parfois beaucoup de colorisme, parce que nous n'avons pas compris que voilà, tout le monde n'est pas parce qu'on est noir ou parce que, etc., qu'on est dans une perspective de lutte, et même pas de s'opposer aux autres, mais de s'asseoir soi, un univers qui fasse exister une civilisation kamite, noire, tout ce que vous voulez. Voilà. Vous voulez dire un petit mot à nos téléspectateurs, parce qu'on a fini? Oui, je voudrais juste remercier les téléspectateurs de Raison Pratique et également vous remercier pour l'accueil. Je pense que la Martinique est un territoire très important. Ça reste pour nous un territoire à décoloniser dans le projet panafricaniste, ou en tout cas à réafricaniser d'une certaine manière, et je n'ai aucun doute sur le fait que on va y arriver. Ça prendra peut-être du temps, mais on va y arriver. Oui. Bon,
une africanisation qui est là. C'est seulement que nos anthropologues ne font pas leur travail, ethnologues, etc. Voilà, chers amis, vous avez beaucoup d'autres choses à apprendre de M. Yabara. Allez sur YouTube, regardez, prenez le temps. C'est tellement riche et tellement rempli de savoir que vous allez en apprendre encore beaucoup plus que cet après-midi ou ce soir. Ça dépend si vous regardez l'émission en rediffusion. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été attentif. Faites remonter vos remarques si vous le voulez et puis passez de bons moments et à bientôt.